Oui, bonsoir à tous. Voilà, nous avons donc notre première revue de presse de la rentrée et pour ce faire, nous avons l'avantage d'avoir une personne pour commenter l'actualité qui est donc Alix Sator, que je remercie d'avoir accepté ce premier rendez-vous de revue de presse. Bonsoir Alix. Bonsoir, merci. Et Bonjour à tous et à Alix, toutes. Et Alix, tu as une autre personne pour t'aider et pour commenter cette actualité. Donc tu vas nous présenter la personne qui va te seconder. Tout à fait. J'ai amené avec moi dans mes bagages un jeune homme fort intéressant, fort investi dans les divers sujets qui vont en de presse, en personne de mon ami Nico. Bonsoir Nico. Salut Alix, merci de m'avoir mis dans ton petit bagage. J'aime le côté jeune homme, même si c'est pas encore vraiment le cas, mais en tout cas merci pour l'invitation, merci Manu aussi de cette invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Bien écoutez, je crois qu'on va commencer sans tarder. C'est une conférence, mais je crois que maintenant vous avez tous l'habitude. Donc c'est une conférence qui est enregistrée. Donc si des personnes ne sont pas d'accord pour cet enregistrement, qu'elles se fassent connaître. Nous avons 3 parties. La première partie, eh bien on va commenter l'actualité. La seconde partie, ça va être des questions éventuelles. Et la troisième partie, ce seront des questions en direct. Voilà pour la faire courte. Donc nous allons démarrer un petit peu avec ce qui démarre en général l'actualité, c'est-à-dire que nous allons commencer avec de la presse. Dans le domaine des communications, de la communication et des médias, nous avons donc, c'était un tweet qui était posté par Jacques Sapir, et ce qui pose un vrai problème est l'usage du mot raconter. Messieurs les journalistes, la vérité ne se raconte pas, elle s'établit, se vérifie, se recoupe. Un roman se raconte, mais ce n'est pas la vérité. Vos dérives expliquent votre chute. Est-ce que vous désirez commenter Là, Jacques Sapir, cet économiste connu quand même, faut dire. Ça lag un petit peu Alix, si je peux me permettre. Ah, désolé, pardon. Donc je disais, il révèle en fait un travers de plus en plus reconnu de tous sur une certaine forme de malhonnêteté dans le travail de nos journalistes dits mainstream, bien dans leur ensemble. C'est une pique bien lancée de sa part. C'est pas mal. J'approuve. Ouais, Jacques Sapir, moi j'aime beaucoup le personnage. Euh, il œuvre là, je crois, sur un média étranger. Il était économiste quand même. Pour moi, il a une vision totalement honnête, en tout cas, de, de, de la réalité qui est établie aujourd'hui. Donc, ouais, pareil, je trouve qu'il est vraiment dans une honnêteté intellectuelle qui serait bon de suivre. Donc, no comment, bravo. Bravo, en fait, de pouvoir parler, en fait, comme ça, parce que mais bon, le sujet, c'est que Jacques Sapir ne peut s'exprimer que sur un média qui ne serait pas français ou sur son propre réseau social. Sinon, c'est le genre de message qui ne pourrait pas passer ou alors qui serait totalement controversé et repris, euh, enfin mal repris en tout cas. Mais moi, j'aime beaucoup Jacques Sapir, donc
Il est fidèle à sa ligne éditoriale, à la sienne. Est-ce que quelqu'un, voilà, qui est qui est intellectuellement totalement dans une honnêteté irréprochable. Bravo. Voilà. Nous allons continuer. Donc, le boulevard Voltaire présente, et je cite, la télévision, donc Frédéric Tadei, dénonce la médiocratie. Et effectivement, nous avons, par plus décontenancé que ça, Frédéric Tadei se contente de préciser: RT France m'a donné carte blanche pour faire le genre d'émission que j'aime animer à la télévision, un talk-show quotidien d'1 heure avec des intellectuels, des artistes et de vrais débats entre des gens intelligents qui savent de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs et qui ne sont pas d'accord entre eux. Soit tout ce que l'on pouvait voir jadis à la télévision française et qui n'existe plus depuis belle lurette. Est-ce que vous avez... qu'est-ce que ça vous inspire? On va faire un petit trait d'humour. Ça nous montre que depuis qu'il a été embauché par Air France, qui est le média qui le met en avant, en lui donnant tout loisir, hein, avec son émission Il est interdit d'interdire, pour ceux qui ne savent pas, du lundi au jeudi à 19h sur T. Hein. Tu lagues encore, Alex. Ouais. Ah, décidément, il n'y a pas de chance. Je disais donc, par un petit biais d'humour, on va dire que c'est le seul journaliste qui était au chômage, qui désormais ne l'est plus. On va la faire comme ça. Alors moi, je vais me permettre de réagir. On va être un peu plus large parce que là, les deux derniers, effectivement, que tu nous as cités, trouvent leur liberté d'expression dans un média qui n'est pas reconnu, qui est reconnu parce que ce sont des gens qui ont la carte de journalisme délivrée quand même dans notre pays, en France. On parle de RT, parce qu'on parlait de Sapir, Jacques Sapir, là on parle de Tadei. Faut quand même aussi comprendre que depuis la rupture avec la charte de Munich, parce que en fait tout le sujet est là, hein, c'est que il y avait la charte de Munich qui était la déclaration des devoirs des journalistes, qui avait été signée, je sais plus, dans les années 70. C'est quelque chose qui a été dénoncé ces quelques dernières années, justement par beaucoup de journalistes qui ont été interdits de mainstream. On retrouve ces très bons journalistes, analystes. Il y a aussi également des économistes qui ont été bannis, alors pas bannis, mais plus invités. C'est vrai que c'est plus classe à dire, de grands médias, même de radio. Je pense que la charte de Munich, on pourrait avoir un début qui est début des années 70 et puis une fin qui est totalement effective aujourd'hui, quand on voit que nos bons journalistes ou bons économistes, en tout cas avec quelle que soit leur opinion, mais qui ont une vision aiguisée de l'actualité ou différents points, sont obligés de partir et de trouver leur voie de liberté dans des médias qui sont aujourd'hui controversés, alors que ces mêmes journalistes étaient adoubés, ces économistes étaient invités également dans les grands médias, donc ce qu'ils disaient avant était bon, ce qu'ils disent aujourd'hui n'est plus validé. On l'a vu avec Polony il y a quelques temps. Elle a dénoncé aussi ce problème. Elle a été un peu plus politiquement correcte dans ses propos, mais on comprend pourquoi aujourd'hui. On la retrouve chez Marianne. Mais voilà, le gros sujet aujourd'hui, ça a été la charte de Munich. C'est pour ça qu'on n'a plus aucun journaliste il n'y a plus de rédaction indépendante dans le journalisme en France. Et que les rédactions qui ouvrent les bras de ces bons éléments se trouvent effectivement être des médias qui ne soient pas nécessairement qu'alternatifs, mais des médias étrangers. Donc, pareil, Tadei est totalement dans sa lignée, à une droiture intellectuelle que je félicite aussi. Eh bien, nous allons continuer avec Spoutnik, hein, qui dit, je cite, « La France prépare un tour de vis contre la presse et commence par les médias russes ».
Alors effectivement, il y a un rapport français publié le 4 septembre et intitulé «Les manipulations de l'information, un défi pour nos démocraties» qui s'en prend à nouveau à la «propagande» entre guillemets des médias russes et recommande au gouvernement de marginaliser Sputnik et RT. Donc l'historien des médias, Antoine Lefébure, pardon, dénonce un document qui précéderait un muselage de la presse. Nous retrouvons donc les opérations, je cite toujours: «Les opérations informelles russes sont aujourd'hui un habile mélange de propagande de tradition soviétique et de divertissement à l'américaine». Voilà ce qui est dit. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, si je vais me permettre, Alix, si tu Vas-y, veux vas-y. bien, parce qu'en fait, ça va faire une totale jonction avec ce que je viens de dire. Donc, alors, si effectivement des rédactions indépendantes se trouvaient être des objets de propagande, les gens qui les animent, en tout cas, qui n'étaient pas jugés comme étant des portails de propagande, hein, TDI, Sapir, De La Marche, qu'on retrouvait chez BFM, chez RMC, deviennent en fait maintenant un peu les ennemis. Donc non, en fait, moi, enfin, c'est un cirque, enfin, c'est une espèce de théâtre médiatique. Alors on retrouve des mots un peu qu'on va retrouver dans des manipulations à la novlangue soviétique, hein, donc ça rappelle toute la terreur qui ont été appris dans les manuels, dans les écoles américains. Ouais, mais on est quand même sous une gouvernance américaine, hein. On revend Alstom aux Américains, on revend nos entreprises aux Américains, ce qui rend nos armées dépendantes également de sujets américains. Donc, opposé américain-soviétique dans un sujet de médias, on est nous-mêmes aujourd'hui rentrés dans un sujet de propagande. Les Français sont plus... faut pas les prendre pour des idiots, ils l'ont très bien compris, qu'ils soient ouverts ou pas aujourd'hui à tous les sujets. En tout cas, l'information en continu, ça a été le premier grand pas de la fin du journalisme, parce qu'il n'y a plus aucun recul, en tout cas, sur quelques faits d'actualité. On est enfin, c'est complètement idiot, mais bon, à l'image de la gouvernance dans laquelle on est aujourd'hui en France, hein. Donc, pour moi, je fais Je- totalement le lien avec ce que je venais de dire avant, en fait, sur TADI. Voilà, Alix, vas-y, à toi. J'ai tendance à être d'accord, tu te doutes bien, hein. De toute façon, en plus, tu as bien fait de signaler cette nouvelle façon, en fait, d'abrutir les gens avec ce flot d'infos en continu. Car justement, l'info en chasse toujours une autre, les gens portent moins leur attention précise sur des sujets précis. Ils sont noyés. Flot continu d'informations reconnu, autorisé par justement l'AFP, hein, la française presse, propagande comme on peut, hein. Et donc, c'est une vaste blague quand même quand on voit l'effort politique. Et là, je rejoins ce que tu disais, hein, qui se veut museleur de médias étrangers, qui se voudrait qu'ils reconnaissent comme étant propagandistes en niant totalement le fait qu'eux-mêmes font pareil, quoi. C'est le principe de base de les agences de presse mondialement parlant. Et là où on rejoint aussi ce que tu disais, c'est que avant que les rédactions aient toutes leurs mêmes sources à l'AFP, bah, l'AFP elle-même se sert à Reuters, hein, on sait, Reuters. Que c'est la pensée unique américaine, comme tu disais, qu'il est dans les médias occidentaux Tu lags encore, au large. Alix, désolé. Ah, zut alors, zut. Ah, j'avais fini. D'accord. Eh bien, on va parler de Réseau International, qui, dénonce, je cite: «Un renforcement de la présence militaire américaine en Europe, de la libération à l'occupation». On retrouve, une carte d'ailleurs qui est intéressante, qui concerne, je cite également, «l'US Military Presence Overseas». Donc c'est vraiment les bases militaires, les pays avec l'accès, avec des accès,
etc. Donc il y a toute une possibilité et on se rend compte que au niveau de l'Europe, la présence est vraiment assez importante. Qu'est-ce que ça vous... Tu veux que je commence, Alix, ou Vas-y. Bah, alors là, on va être quand même dans la suite. C'est l'après Seconde Guerre mondiale, hein, avec tous les traités, les accords. On va pas refaire l'histoire ici. La mise en place de l'OTAN dans chaque pays européen, d'où également l'agrandissement de. On est passé de la CECA à la CE, aujourd'hui on parle d'Union européenne, on est passé de 6 à 12, aujourd'hui à 28 pays. C'était pas dans un cadre totalement économique. Parlons de la Lituanie ou de ce genre de pays. Si on avait fait des référendums dans le reste, enfin dans ces 12 pays de base qui formaient la CE, je suis pas sûr qu'en fait la plupart des 15 autres pays, 16 autres pays qui ont rejoint l'Union européenne auraient gagné la satisfaction, en tout cas des votants en cas de référendum. L'agrandissement de l'Union européenne n'a eu que pour vocation d'installer également des bases de l'OTAN s'il n'y avait pas que derrière l'abrogation des frontières pour avoir du libre-échange des marchandises et des humains. C'était surtout également pour rapprocher les bases de l'OTAN, les bases américaines, au plus proche à un moment de la Russie. Ça a été tout le sujet également de la révolution orange qui s'est passée en Ukraine, avec ce souhait au forceps de rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. C'était le gros souhait de Clinton. Et Yeltsin l'avait prévenu. Il y a eu des échanges qui ont été révélés il y a quelques temps, de grandes discussions, et c'est ce que n'a certainement pas apprécié le successeur de Yeltsin. Et je pense que c'était pas un hasard si Yeltsin a nommé quelqu'un comme Poutine à sa succession. Faut voir également que tout ça, tout ça tout ça est amené également dans un contexte économique, traité transatlantique. On a également perdu, faut se rappeler, je crois que c'était à l'été 2014, perdu la dissuasion nucléaire. On a revendu nos entreprises d'armement, celle qui fabriquait Charles Leclerc, une entreprise privée allemande. Enfin, aujourd'hui, la défense est totalement liée au système économique. Le dollar ne vaut plus rien aujourd'hui. La seule façon de pouvoir revaloriser le dollar, ou en tout cas de le rendre constant, c'est par la force, par la défense. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur le côté exponentiel qu'a eu le dollar jusque-là que par la prise de place dans un sujet de défense. Et on parlera bientôt du Schengen militaire qui doit se mettre en place incessamment sous peu, bien que les forces de l'OTAN aient précisé, oui, on veut bien avancer le programme, hein, parce que je crois que c'était prévu pour 2021 ou 2022. Ils l'ont avancé pour le début en 2019. Ils ont dit, par contre, refaites vos infrastructures, routes, aéroports, ponts. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit le démantèlement de nos structures énergétiques, le démantèlement, aujourd'hui quasiment toutes les routes, les très grandes routes sont privées. Les aéroports de Paris qui vont passer bientôt la grande brocante va avoir lieu dans quelques temps, où on va brader les aéroports de Paris. Je vous invite à vous intéresser quels sont les intérêts privés qui sont en train pas de se battre, hein. On sait déjà grosso modo qui va récupérer ces choses-là, et tout est lié en fait. Donc la mise en place des bases de l'OTAN en Europe, ce n'est qu'une suite d'une cinquantaine d'années de travail. Voilà, et on se rapproche, c'est pour se rapprocher également au maximum de leurs amis, entre guillemets, russes. Voilà. Alix, Oui. est-ce que tu veux commenter? Non, je pense que là, Nico a bien fait le tour. Hein. Je ne vais pas ouvrir la bouche pour tourner la même chose
par exemple. Tout à fait. Donc, Je comme suis la d'accord. seule présence, donc je cite toujours, comme la seule présence dont l'Europe doive encore se délivrer est justement celle des États-Unis, afin d'instaurer des rapports plus équilibrés. Nous sommes finalement passés de la grande libération de 45, d'où l'histoire tente désespérément de gommer l'URSS, à l'occupation qui s'est depuis développée. Donc j'ai cité évidemment euh, réseau international. Nous allons passer effectivement au bloc du plan C, qui va parler justement de l'OTAN, puisque Nico en parlait très justement. Contre la guerre qui vient, donc l'OTAN, Alliance pour la guerre, USA, mensonge et mort par millions, plus Anne Morelli et Jack Powell qui va en parler. Nous avons effectivement quelques éléments à apporter à tout ça avec des livres, avec les guerres illégales de l'OTAN, dont vous trouverez tout ce qui est indiqué dans ces livres, les principes élémentaires de la propagande de guerre, le mythe de la bonne guerre, et nous avons également 1914-1918, la Grande Guerre des classes. Également, nous avons également de Jack Powell's Big Business avec Hitler. Et tout cela, c'est vraiment c'est pour expliquer toute cette période, tout ce qui se passe au niveau de l'OTAN. Je vous laisse un peu commenter peut-être si vous avez lu ces livres. Est-ce que vous en avez déjà, Personnellement, non. Alix? J'ai pas lu ses livres. Je suis plutôt Michel Colomb, petit belge Oui, en action, qui fait un excellent travail complémentaire à ça, apparemment. ça lag. Euh, Ah, désolé, si ça lag, c'est pas ma faute. Bonne connexion, désolé. Chers auditeurs. Donc je disais, oui, donc moi je suis plutôt Michel Colomb qui fait le même genre de travail en tant que euh, Ouais, ça lag. dénonçant, dénonçant les mensonges de manipulation étatique sur les guerres, tout ce qui les provoque, hein, bien sûr. Mais je vais me renseigner donc sur les liens que tu nous as mis, Manu. Si. Alors, Oui, alors moi je connais le principe élémentaire de propagande de guerre. Je sais plus qui en 10 ou 12 points. Bah, pareil, hein, on va aller dans la suite. Tes orientations sont plutôt chronologiques dans la compréhension et l'explication qu'on pourrait avoir, mais dans le principe élémentaire de la propagande de guerre, on peut retrouver effectivement, pour ceux qui seront curieux, dans les 10 points, on veut pas la guerre. Alors là, je reprends parce que je les avais pas en tête, hein, donc je me suis permis d'aller là en même temps que tu le disais sur Internet. J'ai pas les 10 points, en tout cas résumés tels qu'ils le sont comme il faut. Le camp adverse est le seul responsable. Donc bon, là on a le cas avec la Russie en ce moment. Le chef du camp adverse est le visage du diable. Bon, bah voilà, on voit comment on diabolise Poutine sur tous les points, hein. On parle de Géorgie, d'Ukraine, de Syrie, de Skripal, enfin de tous ces trucs qui peuvent être montés ou fromontés. Bon, la cause noble, hein, c'est toujours la même, hein, défendre les peuples. Bref, je vais pas vous faire les 10 points, mais on est totalement en avance, en tout cas, sur ces sujets-là. Donc, bon, bah, pareil, un no comment de plus que euh, on est bien dans l'actualité avec même ces livres. Alors, je connais pas tous les livres que tu as cités, certains. Je les ai pas lus, je les connais parce que c'est des sujets que j'ai déjà abordés, qu'on a déjà abordés avec d'autres personnes. Et c'est vrai que bon, ce livre que je connais le plus, en fait, le principe élémentaire, bah voilà. Moi, je vous invite à aller voir justement et puis à le projeter aujourd'hui avec l'actualité que vous avez aujourd'hui et vous comprendrez qu'effectivement, c'est totalement mis en œuvre.
Tout à fait. Donc, ce sont des livres qui peuvent tout à fait être contribuer à une bonne compréhension de ce qui se passe actuellement. Toujours dans le bloc du plan C, c'est l'éloge des frontières qui est faite par Régis Debray. Nous avons Étienne Chouard qui s'exprime et dit que rien ne vit sans frontières. Si on retire la limite à un être, on lui retire sa vie mécaniquement, forcément. Si tu supprimes la frontière d'un être, tu le tues, et c'est d'ailleurs le but des prédateurs, cachés en l'occurrence. Étienne Chouard donc préconise l'éloge des frontières de Régis Debray. C'est un livre, paraît-il, qui est passionnant, que je n'ai pas encore lu pour ma part. La frontière est un lieu de passage, d'échange. La bonne frontière est poreuse dans les deux sens. Tout organisme vivant a une frontière. La peau est la première de toutes. Elle assure la condition sine qua non du vivant, la séparation régulée entre un dehors et un dedans. Nous avons également le prédateur déteste le rempart, la proie aime bien. Le fort domine les airs, ce qui conduit d'ailleurs à surestimer ses forces. L'hexagone ampute l'être français, mais cet enserrement vaut résilience. Et je voulais encore donner encore une petite... toujours, je cite dans ce blog, en face, comment se poser sans s'opposer. Une communauté sans extérieur pour la reconnaître ou l'investir n'aurait plus lieu d'être. Telle une nation seule au monde verrait s'évanouir son hymne national, son équipe de football ou de cricket et jusqu'à sa langue. Alors, est-ce que vous avez des choses à... Je peux rajouter, si vous le désirez, la frontière est le bouclier des humbles. Ce sont les dépossédés qui ont intérêt à une démarcation franche et nette. Leur seul actif est leur territoire et la frontière leur principale source de revenus. On retrouve également que la classe dominante est mobile, donc je cite toujours, elle est du côté des flux. L'élite des capteurs de flux ne tient pas en place, elle est partout chez elle, elle prend l'avion. Mais on ne vit pas dans un avion. Je constate que là où il y a un faible et un fort, le faible demande toujours une frontière, le fort ne doit pas être partout chez lui. Oui, aujourd'hui, l'idéologie du sans frontières, c'est l'idéologie du riche et du fort. Et je recite également, sinon, c'est la loi du plus fort dans la jungle, il n'y a pas de frontières et c'est pour ça qu'il n'y a pas de droit. Je vous laisse peut-être commenter tout ça. Alix, C'est l'apologie. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc je disais, oui, c'est l'apologie de nos chers puissants apatrides. On voit les nations comme une forme d'hôtel. Aïe, aïe, aïe. Ça vient pas de moi, hein. Je suis désolé, il doit y avoir un problème de connexion avec Discord. Parce que tout mon matériel fonctionne. Je disais donc, oui, c'est l'apologie de nos chers puissants tenants des puissances financières apatrides, qui les nations comme dérangeants quelque part, car ça les empêche en fait de pouvoir du marché sans frontières, avec des formes de choses à marchandiser, que ce soit l'humain, les marchandises. Donc, c'est souvent les peuples qui ont un besoin de frontières pour se protéger à minima. Et tous les tenants de la finance, des finances, de tous les produits et marchés financiers, eux, n'ont pas besoin de frontières. Donc, ils ne sont pas là pour aider les peuples à avoir le droit de le revendiquer et à l'obtenir. Simplement. Et toi, Nico? Alors, il y a un gros sujet derrière ça, parce que déjà, tu nous enrichis avec beaucoup. Il y a beaucoup d'informations là que tu nous as données dans ce texte.
En fait, les frontières existent quand tu as un peuple existant ou un peuple souverain, comme on dirait aujourd'hui. Elles sont gênantes, on a vu avec les Indiens d'Amérique ou d'autres types de colonisation. Une fois que la colonisation ou le vol du territoire a eu lieu, on crée des frontières et puis on les enlève par la suite, parce que c'est toujours gênant pour les problèmes de taxes. On pourrait se repencher sur le but de la demande d'indépendance des États-Unis, quel était son vrai sujet. On était vraiment sur un sujet de taxes, déjà, d'ores et déjà. Ensuite, oui, je rejoins totalement le point de vue d'Étienne Chouard sur on va dire c'est un luxe pour les riches de ne pas avoir de frontières, parce que quoi qu'il arrive, ils sont en haut. C'est-à-dire quand il prend l'image de l'avion, le peuple est en bas. C'est bien les frontières qui font à un moment la richesse culturelle ou la richesse d'un pays. La richesse culturelle, on peut voir aujourd'hui que nos dirigeants estiment qu'elle n'existe pas. Enfin, on est bien dans une démarche de tuer la culture des différents pays. Je ne vais pas stigmatiser que ce qui se passe en France, mais c'est partout en Europe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément dans ce que tu nous as donné voilà, bon, les frontières, que ce soit sur les sujets européens, états-uniens, ou comme ça a pu l'être sur l'URSS, ça avait un but de libre-échange sur les... Voilà, de casser un sujet de taxe ou... ça ne concerne pas du tout le peuple. On n'est pas dans une démarche qui facilite le peuple. Vous pouvez voir également, parce qu'on parlait tout à l'heure de RT France, le passage de frontières qui se passe, par exemple, je crois que c'était à Ceuta, au Maroc, dans la frontière espagnole. Bon, bah, voir dans quelle mesure ça passe, effectivement, et puis on n'est pas... c'est pas un flot de culture, c'est pas un déversement de culture qui vient s'imposer, c'est un flot d'hommes qui viennent s'imposer. Alors là, je vais pas stigmatiser les hommes qui passent, hein, parce qu'ils sont juste la conséquence. Là, c'est une loi de causalité qui amène ces sujets. C'est là où il va falloir être prudent, en tout cas dans le discernement que va avoir chacun face, et là je fais bien référence, on va quand même enfin donner le mot, le sujet de la migration aujourd'hui, le sujet des migrants. C'est la causalité, c'est le résultat d'une causalité. C'est la conséquence. La cause, alors bien sûr, c'est pas eux la cause à la base. Je vais pas faire de démarche gauchiste, mais vraiment il va falloir faire appel à un discernement sur ce sujet-là. Mais Étienne Chouard, évidemment, a raison. Ça tue les cultures. Le métissage, c'est toujours fait, on va dire, dans beaucoup de pays, mais c'est pas fait de manière forcée. C'est fait quand l'amour opérait entre deux êtres qui ne vivaient pas nécessairement au même endroit. Et une nouvelle richesse pouvait émerger de là, mais on avait une double richesse, hein, ce qu'on appelait vraiment la double nationalité. Aujourd'hui, on force les choses au forceps. Et que c'est bien les générateurs de cette conséquence, donc c'est bien la cause qui est dans l'avion. La conséquence, elle, passe les frontières, et c'est aussi là où il va falloir quand même porter son discernement. Voilà. Et Étienne Chouard termine: on ne peut pas penser l'hospitalité, donc je cite, donc l'accueil, si on ne pense pas le seuil. Car l'homme est un être maisonnable, il naît dans une poche, franchit une frontière pour en sortir. Pour s'ouvrir à l'autre, il faut avoir un lieu à soi. Et effectivement. Et on va passer à quelque chose d'un petit peu différent. On va encore parler donc de notre France, puisque nous allons parler des maires. Le blanc, les maires rendent le portrait officiel de Monsieur Macron. Et ça, c'est dans la Nouvelle République. Je cite: les usagers de l'hôpital du Blanc, les élus du territoire avaient été invités à décrocher de leur mairie le portrait du président de la République et à venir le déposer devant la sous-préfecture.
Donc il y avait un rendez-vous lundi et je cite: «Plus d'une cinquantaine de portraits ont été déposés devant la sous-préfecture, une nouvelle action menée dans cette journée du 28 septembre après celle du collectif. Ce n'est pas demain la veille, dans l'après-midi à Châteauroux». Donc est-ce que ça vous inspire un commentaire? Alix, tu veux-tu que je commence ou tu commences? Ah, vas-y. Je préfère te laisser commencer parce que tu structures tout et moi je vulgarise. Écoute, Il vaut mieux que ce soit toi d'abord. là pour moi c'est une juste suite. Alors je sais pas après s'il n'y a pas derrière un collectif de maires. Là, analyser des encarts comme ça, donc je vais prendre un petit peu de hauteur sans avoir le plus d'informations sur le sujet. Euh, En tout cas, ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'est pareil, hein, ça fait un petit peu suite également à ce qu'on vient de se dire. Ce sont des maires qui portent bien les couleurs bleu, blanc, rouge hein, quand ils viennent déposer. Ils sont quand même confrontés à des provocations multiples de la part de notre président de la République, notamment sur le sujet de la culture française. Ils sont également confrontés. Ce qui serait intéressant de voir dans ce panel de maires, c'est combien viennent de grandes villes et combien viennent également des campagnes. Ce qu'il faut quand même aussi souligner derrière ça, c'est qu'il y a on a recensé un peu plus de 1030 maires qui ont donné leur démission, beaucoup issus des campagnes françaises pour différentes raisons. C'est fermeture des commerces, fermeture des écoles, fermeture de classes, fermeture des hôpitaux. On se retrouve dans des déserts médicaux, des déserts d'éducation. On oblige les gens qui ont des enfants soit à faire des trentaines, vingtaines de kilomètres pour emmener leur enfant à l'école. Voilà, en fait, bon, là j'ai donné quelques éléments qui pourraient appuyer le fait que si j'avais été maire, j'aurais ramené également le portrait d'un faux président de la République française, peut-être d'un vrai président de l'Europe, mais de le ramener avec tout le respect qu'on pourrait avoir pour la personne, ou l'irrespect, je ne sais pas, ça je vous laisserai seul juge. Moi je vais garder, on va dire, le respect, ça donnerait plus de grandeur en tout cas à leur mouvement. Mais oui, bah voilà, en fait, ramener le portrait, parce que il se serait peut-être trompé à mettre ce portrait comme étant le président de la France, alors qu'ils se rendent compte qu'évidemment, il ne porte pas intrinsèquement les valeurs de la France. Avec ce que j'ai précisé avant, hein. Je parle de culture, les sujets de langue, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui comment sont appris les langues dans les écoles, quelles sont... bon, là, ça parlera plus, en tout cas, des parents. Euh, donc voilà, bon, moi je trouve que c'est presque logique, en fait. Je suis un peu étonné qu'il n'y en ait que 50. Ce que j'allais dire, je trouve le nombre extrêmement léger. Bon, on voit, hein, selon l'encart extrait de presse que tu nous as mis, que ce sont des maires plutôt ruraux, hein, se voit. C'est sûrement un collectif, effectivement, hein, comme c'est mis dans l'encart suivant. Il faudrait attendre que plus de maires se réveillent, se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas le président de la France, Nico, mais le président de la finance, quoi, et s'exerce sur l'Europe par son entremise et donc sur la France. Appelant par là que Macron n'est pas vraiment un président français, mais juste un homme aux ordres de l'Union européenne, comme tous les autres présidents européens. Les fameux 28 dont on relevait tout à l'heure les nombres, Nico. Nous allons, merci Alix, nous allons aborder maintenant le parti finance, hein, financière. Spoutnik France nous apprend, et je cite: une journaliste enquêtant sur les fraudes aux subventions de l'Union européenne a été tuée en Bulgarie, malheureusement. Est-ce que ça vous inspire un commentaire? De plus. De plus, oui.
pas la dernière, il y en aura d'autres. Ils se veulent droit, vont quitter à des endroits pas autorisés. Vas-y, Nico. Non, bah après, il faut regarder le nombre de journalistes tués chaque année. Je crois qu'on a atteint un record en 2018. Rien d'étonnant. C'est pour ça également, en fait, que je pense que si on met en place, s'il y a en place des lois fake news qui se mettent en place un peu dans tous les pays d'Europe et des États-Unis, si on met en place une loi sur le secret des affaires, c'est peut-être aussi pour éviter de dézinguer les journalistes, parce que ça pourrait commencer à se voir. Voilà. J'ai maintenant la presse italienne, je cite, dévoile Monsieur Macron a été financé par Soros, Rothschild et Goldman Sachs. L'information a été publiée par deux populistas du 17 juin, selon le site internet italien. Le piratage de la boîte courriel d'Emmanuel Macron a livré des informations très intéressantes. Parmi un certain nombre de courriels piratés, on y découvre notamment les financements accordés à Emmanuel Macron, je cite, sous forme de prêts, 8 millions de la part du Crédit Agricole, mais également 2 365 910 euros 16 de la part de Georges Soros, 976 126 euros 87 de la part de David Rothschild et 2 145 100 euros de la part de la banque Goldman Sachs. Alors, on peut s'interroger, je cite toujours, et à ce stade, il est légitime de demander en retour ce qu'ils ont demandé. Ces magnats de la finance qui n'agissent certainement pas par un pur esprit patriotique, pèsent leur soutien dans les choix du président. 3 petits points. Voilà un petit peu ce qui est dans cette coupure de presse. J'avoue, je vous laisse le commenter. Je vais commenter si tu veux, Alix, cette partie aussi. Je vais commencer, pardon. Bon, est-ce qu'on doit rappeler l'affaire des diamants de Giscard d'Estaing, de Bokassa, donc Giscard d'Estaing qui était quand même issu de la banque Rothschild. Est-ce qu'on doit commenter le compte de Chirac au Japon? On n'aura jamais su le fin mot de l'histoire, les 45 millions d'euros. Est-ce qu'on doit commenter les 50 millions de Kadhafi pour Sarkozy Bon, je pense que voilà. En fait, je pense que ça ne vaut même pas la peine d'être commenté parce que voilà. Comme ça, je pense que ça donne quand même un avis sur cette petite bulle qui fera pchit le jour où elle sortira. Je veux dire, comme toutes les autres bulles qu'on fait pchit pour les différents présidents qu'on a eus. Si on devait retracer depuis l'après-de Gaulle, bon, ça fait que nourrir quelques lignes sur la presse. Je suis d'accord. Hein. On a tous vécu l'époque des fameuses valises africaines. Hein. Dans la droite que vient de vous donner Nico. Attendre. Ça remontera à un moment ou à un autre et ça fera pchit. Nous allons reprendre avec RT France qui nous indique, je cite, « La zone euro est un échec », constate un économiste de la banque Natixis. Et il commente la chose suivante. Parmi ceux-ci, il remarque les choses suivantes. Je cite, « La mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro a disparu depuis la crise de la zone euro de 2010-2013. Les échanges commerciaux entre les pays de la zone euro n'ont pas profité autant que l'on pourrait attendre de l'intégration monétaire et économique. Les entreprises européennes des nouvelles technologies n'ont pas profité de la présence du marché unique pour se développer. » On retrouvera également en conclusion, Patrick Artus est catégorique quant aux 3 buts mentionnés plus haut,
que je viens de mentionner. Et je cite: «Poursuivi par l'Union économique et monétaire de la zone euro, aucun de ces 3 objectifs n'est aujourd'hui atteint par la zone euro». Qu'est-ce que ça vous Je vais te laisser commencer, Alix. inspire? Bah, ça m'inspire pas, moi. Euh, Ça t'inspire pas? Ouais, je comprends. Maintenant, bah, si on devait reprendre les premiers référendums quant à la zone euro et dans chaque pays, je pense pas que ça avait été un grand succès. Euh, L'euro était déjà un échec avant même qu'il soit établi, donc il n'y a rien d'étonnant à faire parler un banquier, un économiste de chez Natixis. J'espère qu'ils nous parleront chez Natixis d'autres sujets à l'avenir qui seraient peut-être aussi très intéressants, en tout cas sur les sujets d'épargne. Ça sera intéressant oui, sur les sujets d'épargne et de retraite. Ça sera crucial quelques années d'interroger ce même économiste Natixis qui fait, à mon avis, semblant de s'étonner de l'échec européen et de ses soi-disant attentes. Voilà. On c'est va clair. continuer. Pardon, excuse-moi. C'est clair. Voilà. On C'est- continue avec le monde diplomatique. Face au marché, le scénario d'un bras de fer. Depuis longtemps, les économistes de gauche ont prévenu, si leur camp politique parvient au pouvoir et prétend mettre en œuvre son programme, la dictature des marchés le placera mécaniquement devant la nécessité d'engager le combat. On est toujours dans la même mouvance, on est d'accord, hein? Vas-y, Alix, je te laisse. Allô, allô? Oui, oui, je suis là. J'ai eu effectivement des petits bugs de son à l'audio. J'ai un commentaire, Z, qui dit: «Ce n'est plus de la finance, ça devient de l'art». Non, mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, très bon serait le marchand d'actions ou quelqu'un qui pourrait analyser vraiment les marchés aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait prédire. Aujourd'hui, on met en place quand même de l'intelligence artificielle pour avoir une approche algorithmique des entreprises. Donc oui, je rejoins Z. Hein. C'est de l'art, c'est de la médiumité, C'est de l'esbrouf. Pardon. ouais, bah voilà. Voilà, ça devient quand même très compliqué d'avoir un rapport pragmatique aujourd'hui sur ce qui se passe, totalement décorrélé de l'économie réelle. Donc, Oui, je pense qu'on arrive justement dans ce libéralisme dont nous allons discuter là tout de suite, le temps que les choses se mettent. Parce qu'évidemment, vous avez les articles complets qui vous permettent de les lire, parce que là, on fait vraiment comment dirais-je, un petit résumé chaque fois, hein. Donc le bloc du plan C nous indique la fable du libéralisme qui sauve le monde, capitalisme, une histoire de fantôme. Alors on parle à croire ses adeptes les plus enthousiastes, les recettes libérales sauvent le monde. Un éditorialiste français, par exemple, peut affirmer lors d'un débat télévisé, sans être contredit, que le libéralisme a éradiqué la pauvreté en Chine, et devant une telle assurance, la raison défaille. Nous avons effectivement, je cite toujours: «Spectaculaire, l'économie chinoise n'a aucun sens. La pauvreté aurait été vaincue grâce aux recettes libérales. Dans l'imagination des libéraux, certainement. Dans les faits, la réussite économique de la Chine doit davantage à la main de fer de l'État qu'à la main invisible du marché». Hem et de continuer,
On pourrait poursuivre l'analyse en montrant qu'un petit État des Caraïbes soumis à un blocus illégal a tout de même réussi à bâtir un système éducatif, sanitaire et social sans équivalent parmi les pays en développement, avec un taux de scolarisation de 100% et un système de santé récompensé par l'Organisation mondiale de la santé. Cuba a récemment accompli la prouesse d'offrir à sa population une espérance de vie supérieure à celle des États-Unis et un taux de mortalité infantile équivalent à celui des pays développés. Les méthodes pour y parvenir n'ont rien de libéral, mais chacun a sa conception des droits de l'homme. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. La force du libéralisme, c'est que cette croyance légitime la loi du plus fort et sacralise l'appropriation du bien commun. C'est pourquoi il est l'idéologie spontanée des oligarchies assoiffées d'argent, des bourgeoisies cupides. Le drame du libéralisme, en revanche, c'est qu'il est rangé au magasin des accessoires chaque fois qu'une société privilégie le bien-être de tous et fait passer l'intérêt commun avant les intérêts particuliers. Fin de citation. Ce n'est guère étonnant. Euh, Alors, je pense que là, justement, je vais reprendre un terme que j'ai utilisé en début, là. Il y a un effet novlangue qui est très très bien utilisé. On va mélanger libéralisme et capitalisme. On va omettre totalement communisme et socialisme. Aujourd'hui, les sujets dont on parle sont plus quand même liés à un sujet de socialisme et de communisme, que ça concerne la Chine ou les États-Unis ou l'Europe tout entière. On n'est pas du tout dans une démarche capitaliste, en tout cas je parle par rapport au peuple. Je pense que le capitalisme, lui, est bon s'il était utilisé pour le peuple, par le peuple, que le libéralisme est encore autre chose, et qu'il ne faut vraiment pas se tromper. Là, il ne faut pas se faire non plus endormir par les termes qui sont, à mon avis, tronqués, en tout cas, dans la tête des gens. Et qu'on parle bien de socialisme, des social-démocrates, comme on pourrait appeler. Mais là, c'est bien le socialisme hein, qui est en place sous couvert de néolibéralisme, on dirait, et qui serait peut-être meilleur pour le peuple d'avoir un retour au capitalisme, mais pas dans son sens où on pourrait le comprendre, tellement le sens du mot, de chaque mot, a été détourné. Voilà. Alix, D'accord. Bon, Tadi, quand il avait fait ça en émission, je pense la reprise, c'est justement le sujet premier qu'il a attaqué, exactement ça, la manipulation de la novlangue sur ce fameux mot du libéralisme. Il y a une certaine imposture qui s'installe sur le sujet. Les économistes dits experts des médias jouent sur cela en tronquant la réalité est assez malvenue et ça perd les gens en fait dans le réel. C'est vrai que le capitalisme non spéculatif, non contrôlé, il le passe dans le libéralisme pour amalgamer toute la conception de la chose. tout à fait. Nous allons continuer avec le blog du plan C. J'ai pas mal travaillé sur ce blog parce que c'est le blog d'Étienne Chouard et j'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes, en tout cas ces derniers temps. Si je peux me permettre, Manu, n'hésite pas à segmenter aussi, parce que je pense qu'il y a il y a certainement des choses qui doivent passer à la trappe, parce qu'il y a beaucoup d'infos en fait que tu transmets. Et j'ai peur d'en rater pour ma part certaines. Voilà, je me permets cette parenthèse. D'accord. Donc on va parler de la Banque universelle, Too Big to Fail, Too Big to Jail, donc dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne. On retrouve effectivement, et je cite, à l'enjeu mondial de Glass-Steagall Act, la loi US votée en 1933 précisément
pour empêcher tout retour de la Banque universelle, qui a une confusion des banques de dépôt et des banques d'affaires qui permet toujours aux usuriers de jouer au casino de la bourse avec les économies des gens normaux. Est-ce que tu veux déjà intervenir? Ah bah, le Too Big to Fail, c'est très intéressant. J'ai vu que tu avais mis également des références à 2008. Euh, ouais, Too Big to Fail. En France, en fait, il y a eu le sujet inverse. On a dit que nos banques, là, tu as pris l'exemple d'une grande banque française, ce qui a sauvé nos banques, entre guillemets, c'était justement cette jonction entre le retail et la banque de finance. C'est-à-dire que dans une banque comme tu l'as mis là, on a 80% qui étaient liés au retail, 60 retail c'est banque de détail, pardon, totalement orienté vers le particulier, 20% qui sont liés à la finance. Bon, ça c'était la vitrine. On a vendu cette solidité grâce en tout cas à cette non-séparation des choses. Aux États-Unis, on a vu le résultat que ça avait eu sur la fermeture de 2 établissements. Le Too Big to Fail n'existait pas a priori pour AIG et Lehman Brothers, sachant qu'évidemment le Too Big to Fail se met en place quand ça arrange. Quand vous faites tomber AIG et Lehman Brothers, faudrait aller, pour les curieux, aller voir à quel point ça enrichit les dirigeants de ces 2 entreprises et voir à quel point les salles de vente des maisons saisies dans ce Too Big to Fail n'a pas opéré. Too Big to Fail, ça ne veut pas dire que c'est trop gros pour tomber et pour ne pas avoir de casse. Ça tombe pour le peuple et pas pour sa structure. Voilà. Donc si tu veux continuer en tout cas cette info. Et Alix, si tu veux commenter? Non, non, ça va. Non, non. Donc là, vous avez un dessin avec la dette grecque en 2010 et en 2014 qui est assez éloquent. Et nous parlons évidemment, certes, la BNP Paribas, on va parler de la France bien entendu, n'est pas la seule banque à corrompre et à financer des massacres. C'est le palmarès de tous les usuriers, donc c'est toujours, je cite, « Et si elle avait été américaine, elle poursuivrait sans doute les crimes impunément, mais la malfaisance de ce géant est emblématique de la démesure criminelle qu'on peut prévoir chaque fois qu'on néglige de fixer des limites drastiques à tous les pouvoirs. » On retrouve également, à partir de la dérégulation, globalisation financière de l'année 1980, le métier de banquier redevient amusant et extrêmement enrichissant. Les crises financières se multiplient, une tous les 3 ou 4 ans, la ruine criminelle des épargnants se répète, et ce jusqu'à l'effondrement en 2008. Et quoi demain? Est-ce que tu veux commenter? Est-ce que vous voulez commenter? Écoute, faut comprendre que chaque crise, quoi qu'il arrive, enrichisse toujours les personnes qui mettent au pouvoir nos dirigeants. Mais oui, effectivement, depuis 80, on avait eu 73, on a eu 89, on a eu le 2000 avec la bulle Internet, bon, qui a quand même été une petite crise. Il y a eu 2007-2008. C'était la dernière amorce, en tout cas, sur le tournant que prendra l'économie dans plusieurs mois ou dans quelques courtes années. Mais bon, c'est gênant juste pour le peuple. C'est là où effectivement je rejoins Alix sur le travail qu'il fait, Alix Sator, sur le travail qu'il fait à essayer, et le tien également, Manu, à essayer d'alerter le plus grand nombre pour ouvrir les yeux sur ces sujets qui ne sont pas des problèmes de société, qui sont juste des problèmes pour le petit peuple, pour le peuple tout court, et qui ne sont pas du tout des problèmes de nos institutions, parce qu'elles sont mises en place comme ça. Ensuite, tu as cité une banque
qui est la BNP Paribas. Bon, c'est facile de stigmatiser celle-ci. Je pense qu'on pourrait tous les mettre ensemble. Euh, et d'éplucher également quelles sont les intrications de chaque grande institution ou chaque très grosse entreprise qu'il y a aux États-Unis ou dans le reste de l'Europe pour voir la constitution de leurs actions. C'est-à-dire comment sont orientés leurs investissements. Certaines voilà, ont des orientations qui sont dans l'armement, dans la drogue, dans la prostitution. Ça, personne n'en parle. C'est pour ça que dans ces banques existent également ce qu'on appelle des fonds à exclusion, des fonds dédiés pour lesquels il y a des clients ou des family office, c'est-à-dire des très grandes familles qui disent bon alors faites-moi un panier d'actions dans lequel je veux une exclusion ou je veux quelque chose qui soit écologiquement propre, je ne veux pas investir ni dans l'armement ni voilà. Donc ça va exclure des actions que vous allez trouver à Wall Street ou qu'on pignon sur rue et que personne, je ne vais pas citer nécessairement ici de grandes marques qu'on retrouve dans l'agroalimentaire ou de boissons qui ont des financements totalement orientés effectivement vers l'armement ou ce type d'industrie. C'est pas caché, vous le trouverez dans les notices type les notices AMF qu'on a dans notre pays en France, mais vous trouvez le similaire aux États-Unis. Et vous pourrez voir à quelle part d'orientation, en tout cas, les actions sont menées, les investissements sont menés sur d'autres choses, bien d'autres choses que le produit en lui-même. Donc BNP, ouais, bon, entre autres, quoi. Je veux dire. Alix, hein, C'est bon pour moi. c'est Le compte est plutôt, bon. c'est vrai que l'économie, c'est vrai que nous avons Nico qui est un spécialiste dans ce domaine. C'est pour ça que je le laisse intervenir Tout à beaucoup fait. plus à Ouais, propos merci que moi. Alix. Moi, je vulgarise, et là, c'est parce que D'accord. tu as voulu d'un certain niveau, donc je ne peux pas vulgariser comme je l'ai. Ah, tu m'as dit, Donc, Manu, revue de presse. Bon, je suis ravi, mais il ne faut pas me lancer sur ces sujets qui sont fort passionnants et qui décryptent quand même une grande part de ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, je suis ravi. Merci en tout cas, Alix. Oui, je me doutais que, bon, là, passer après sur ces sujets-là, ça devient compliqué de vulgariser. Je vais te laisser vulgariser et puis je pense que le reste, je vais aussi vulgariser. Mais là, il ne faut pas me lancer sur les sujets économiques. Mais c'est bien, parce que pour ceux qui entendront ultérieurement, ça les fera comprendre avec un point de vue professionnel, hein, tout à fort fait. renseigné, donc c'est très bien. C'est pour ça que je t'ai laissé faire. Ouais. Donc, Étienne Chouard nous renvoie sur un livre qui s'appelle La Caste, qui est une enquête sur cette haute fonction publique qui a pris le pouvoir. Et donc, évidemment, les parts d'ombre de certaines banques, hein, donc, que nous avons citées auparavant. D'anciens responsables, donc plus de 40 milliards d'euros étaient cachés dans cette filiale devenue une banque dans la banque, avec plein d'assentiments de la direction en France, sans que le fisc français ou les régulateurs ne s'en émeuvent. Effectivement, c'était intentionnel, c'était délibéré. Et donc ça, je cite toujours que la caste de l'inspection des finances monopolisant tous les postes dans des grandes banques, de la haute administration de Bercy et d'ailleurs, à la Banque de France et jusqu'à l'Élysée, est pesée sur toutes les décisions à cette période. Cela ne se discute même pas. Elle a organisé l'impunité totale du monde bancaire. Elle a été à la manœuvre pour enterrer toutes les tentatives sérieuses d'encadrement, de régulation et de contrôle. Il en est de même pour la lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, la séparation des activités bancaires en France. Même une petite idée Tout à fait. générale. Tout à fait. Ça va montrer aussi que certains vont tomber de haut quand ils vont prendre la réalité de la loi Sapin 2. Ah, tout à fait. Là, on est en Donc, plein dedans. absolument. Et lorsque les choses je cite toujours, lorsque les choses deviennent sérieuses, il faut mentir, déclara
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne en 2011. Donc on est quand même dans des choses, voilà, qui commencent à... Les principaux dirigeants de Paribas Suisse, donc pour ne pas les citer, ça, je cite toujours l'article, on est bien d'accord, ont été démissionnés par la suite avec de confortables indemnités à la clé, sauf une personne dont son nom n'a jamais été prononcé et sa responsabilité jamais mise en cause. Et il avait pourtant siégé au conseil de l'établissement suisse à partir de son rachat en 1999 jusqu'en 2012, comme quoi des personnes passent à travers les mailles du filet. Est-ce que vous voulez commenter? Bah, faut voir, bah, ouais, Confer, le verrou de Bercy, il y en a un qui en parle bien, c'est Asselineau, euh, qui a été doté, je crois, en 77, une des dernières fois. En 77, on avait Giscard, ancien banquier privé, qui était... bon, pareil, après on fait une référence à Juncker. Bon, à Juncker, ce serait bien aussi de se replonger sur certaines affaires de Juncker qui peuvent être criminelles au Luxembourg. Ça, je vous inviterai à voir un petit peu. Il y a quelqu'un qui se bat dans ce sujet d'une affaire gravissime, la Franck Coustet. Il y a l'affaire Selmar. Bon, on a affaire quand même à des gens qui sont... Et là, ça devient des affaires au-delà de la finance criminelle. Voilà, oui, bon, on est... bon, le verrou de Bercy, on va dire, ouais, je pense que c'est la réponse à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il n'est toujours pas levé. Hein, donc, En substance, dans cet article qui était quand même très long, banques ont estimé n'avoir rien coûté au peuple français, ce qui n'est pas le cas. D'après les études qui ont été faites, ils parlent quand même de 6 milliards d'euros, c'est quand même pas rien pour le sauvetage de Dexia ou encore le coût des emprunts toxiques aux collectivités locales, 1,2 milliard d'euros, etc. Et puis, il y a également tous les coûts euh, indirects, on va dire. Donc, qui peut croire que les banques ne sont pour rien dans ce phénomène? Dire que les banques n'ont rien coûté aux finances publiques est donc un mensonge qui permet au secteur financier de se racheter à fort bon compte une conduite. Fin de citation. là, on se fout de la gueule du monde. Voilà, je suis devenu grossier. C'est ce que j'allais dire, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Ah, mais là, on se fout vraiment de la gueule du monde. Évidemment que le sujet des banques coûte au peuple. Quand on parle de dette, on parle bien... Alors, on va revenir justement sur le too big to fail. Le too big to fail, trop gros pour tomber, ça a commencé à se confirmer en 2008 quand on met en place le LTRO, c'est le plan de sauvetage des banques. Je redis, on a trouvé 700 milliards dans la journée pour pouvoir sauver les banques. Aujourd'hui, on marche en mode de quantitative easing. Faut arrêter. Là, il y a un moment, faut arrêter de prendre les Français pour des cons. Le quantitative easing, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. La dette, elle est bien, elle appartient à qui? Malheureusement, bon, je vais dire techniquement, elle appartient au peuple. Donc si. Alors je vais pas mélanger le fait que toute la dette a été générée par les banques. On est sur un sujet qui est bien plus vaste que ça, mais évidemment, elle a sa part, elle a sa grande part dans tout ça. Donc, Sans oublier qu'en plus, maintenant, c'en est carrément que l'État empêche le peuple français de racheter la dette. Il le permet à des pays étrangers, quoi. Le Japon. ouais. Effectivement. Alors, on va repartir sur un dernier
bastion économique, hein, puisque à qui profite l'impôt? Je reviens toujours à ce qui nous concerne de plus en plus près. Eh bien, nous apprenons que la France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Je crois que ça ne Surprend surprend personne. personne. C'est presque la moitié des richesses produites par les Français que l'État confisque chaque année, hein. Pourtant, on a l'impression que ce n'est jamais assez, hein, en tout cas, je cite. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les taxations, mais il apparaît clairement que l'argent pris par l'État aux citoyens ne concourt pas au bien commun. Dès lors, la question se pose: à qui profite cet argent? Ce serait à ces accapareurs qu'il faudrait demander des comptes, et sur forte de réduction des déficits publics. Encore faudrait-il, et je cite toujours, avoir la volonté d'identifier les profiteurs, ce qui ne doit pas être très difficile, et surtout la volonté de sévir. En 1269, Louis IX expulsait les banquiers lombards qui, par l'usure, accaparaient les richesses des Français. Aujourd'hui, c'est un de leurs protégés qui est à la tête du pays. Autre régime, autres mœurs. Alors, Quand vous avez des politiciens économiquement permettent à toutes les plus grandes entreprises de s'échapper, de s'évader, fiscalement parlant, dans des paradis fiscaux comme l'Irlande, par exemple, ça montre bien que, et en plus, par le biais de ce biais-là, ils ne dépensent rien en participant à l'effort de l'impôt, mais se permettent de racheter les entreprises françaises, les terres françaises, etc. Ça participe que c'est toujours le peuple qui l'a dans l'os. Toi. Si on reprend déjà la création de l'impôt en lui-même en 1914 ou je sais plus 1915, ça donnait suite c'était la suite logique à la privatisation de notre planche à billets. Je veux dire, dès le départ, en fait, on a volé l'argent aux citoyens. Dès le moment où, en fait, on a perdu la souveraineté sur la possibilité de fabriquer notre argent. Donc déjà, dès l'origine, il y avait un sujet, tout comme la Banque de France en 1800, quand on crée la Banque de France. Elle n'avait que le nom Banque de France, c'était juste un nom commercial. Elle n'avait rien du tout de française, elle était déjà privée. Et quand Napoléon propose une loi qui était la peine de 10 ou 20 ans de prison pour les faux monnayeurs, ceux qui détiennent la Banque de France à ce moment-là, quand ils ont imposé un peu la Banque de France à Bonaparte, a dit non, c'est peine de mort. Donc les sujets qui soient d'impôts ou de voilà. Pourquoi je parlais de la Banque de France, c'était pour justifier en tout cas 1914 la création de l'impôt sur le revenu comme l'IRS, l'impôt américain en 1913. C'était fait pour payer les intérêts du service qui allait être rendu, en tout cas par ces banques privées, à imprimer notre argent. Donc dès le départ, bon après, no way quoi. Dès le départ, le peuple s'est fait voler avec une dette qui est exponentielle depuis sa création et qui est irremboursable. C'est quelque chose qui ne sera jamais remboursé et je l'espère pas. Alors, RT, on continue. RT France, on va passer dans un autre domaine. Emmanuel Macron je cite, Emmanuel Macron a reçu les représentants des grandes obédiences maçonniques à l'Élysée. Ça, c'était donc le 7 septembre, vous en avez entendu parler. Et préparer le lien, je cite, entre la France et les dogmes religieux, mais ne se défie pas des loges maçonniques françaises et n'oublie pas de les inviter à sa table pour évoquer la laïcité et les sujets de société. Donc nous nous retrouvons effectivement avec je cite, Emmanuel Macron a donné, chacun a pu s'exprimer notamment sur la laïcité et la citoyenneté, l'Europe et la bioéthique.
Est-ce que vous voulez Nous risquer, nous brûler les ailes sur ce sujet? vous brûler les ailes sur ce sujet? Bah, c'est guère étonnant, hein. Lui, il le fait de manière médiatique. Tous ses prédécesseurs l'ont fait également, de très médiatisé à tel point que dans Bling Bling, qu'il est lui plus réellement dans les faits que dans l'expérience de ses prédécesseurs. Ça lag, en fait, Alix. J'ai pas tout compris, en fait. Ah, zut de zut. Ah, pratique. Il disait donc, oui, qu'en fait, lui, simplement, cet aspect-là, il le fait comme les autres, comme ses prédécesseurs, sauf que lui, en tant que président réellement bling-bling, contrairement à son prédécesseur Sarkozy, euh, ne s'en cache pas. Il le fait aux yeux de tous. Et il montre bien les tenants du pouvoir de l'État profond qu'il a mis en place, vraiment qu'il a choisi pour gouverner la masse nationale de France. Et il n'a aucune raison, pour lui, comme ne se cache de rien, il n'a aucune raison de se cacher, de le faire. Ses prédécesseurs s'en cachaient, eux. Lui, il le montre, il ose venir après nous dire qu'ils ont parlé de laïcité, de bioéthique. Vaste pantalonnade. Ouais, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Bah, après, libre aux gens d'aller voir en tout cas sa petite soirée d'investiture, je crois, avant de se retrouver au Phuket ou je ne sais où, voir à quel endroit il se retrouvait. Bon, moi, je vais pas rentrer dans les sujets parce que Alix l'a fait. Et puis après, libre à chacun de penser la chose comme il veut sur ce sujet. Mais je rejoins ça. Sujet de laïcité, bon, une espèce quand même pareil, bon, faut arrêter quoi. Le gars, il accepte le Le titre poids de mesure, tout. Ouais, c'est ça. Enfin, titre de chanoine de Latran, il n'était pas du tout. Non, mais voilà, tu vois, il n'était pas du tout obligé de l'accepter. Donc bon, parlons pas de laïcité ou de choses. C'est pareil, c'est de la nov politique, adossée à la nov langue, à la nov tout ce que tu veux. Voilà, c'est une escroquerie intellectuelle, tout ça. Alors, Panamza, je continue. Mohamed fonde un groupe islamique avec le clan Soros. C'est une information qui rapportait preuve à l'appui la dernière contre-vérité de Marwan Mohammad au sujet de sa consultation des musulmans. Donc, c'est dénommé Les Musulmans et fondé par Marwan Mohammad, comme je l'ai dit précédemment. Je cite, la nouvelle structure islamique de France est liée au clan de George Soros, prédateur financier et marchand d'armes, la preuve par la source. Nous avons donc en résumé initié et contrôlé par Muhammad, une figure adoubée par le monde, qui s'inscrit parfaitement dans la mission déclamée au Congrès mondial par Monsieur Jacques Attali. Je cite toujours, notre rôle partout dans le monde où il y a une communauté musulmane est d'aider à la création d'une bourgeoisie musulmane. Donc, fin de citation, donc la structure Allô? informelle l'islam de France, calquée sur le CRIF en fédération d'associations, et dénommée pompeusement les musulmans, est co-supervisée par une activiste de clan Soros du nom de ce milliardaire investi qui dans un certain pays et qui finança des spéculateurs financiers et marchands d'armes engagés pour la dérégulation des flux migratoires. Je vous laisse Bah, en... là, pour une fois, je vais prendre la main en premier. Vas-y, vas-y. Donc là, oui, là, en fait, on retombe bien sur l'escroquerie de Soros et tout le travail qu'il y a derrière lui. J'invite d'ailleurs les gens à regarder la conférence de Thibaut Philippe avec Maurice Gendre, qu'il avait fait en 2016, je crois, en août 2016, je crois me souvenir, sur les fondations sous le poids de manipulation de Soros. Hein. Ça en fait partie, tout ça. On reste dans le tu es tout au lien entre
tes sujets, Manu, parce que là, bon, on voit bien que c'est une manipulation des idéologies des frères musulmans en France, hein, de la restauration, de la bourgeoisie dite islamique, tout ça, c'est de la manipulation de mots qui n'est pas du tout dans la représentativité du peuple musulman de France, quoi, dit modéré. Donc tout ça, c'est blabla, c'est du Soros, de la manipulation, toujours. Voilà. Continue. Merci. Est-ce que Nico, tu veux... Ouais, je vais. Alors, je crois que j'ai un petit souci, moi, ici, de, de réseau, parce que j'ai pas entendu la fin, mais j'ai compris, en tout cas. Oui, pareil, là, j'inviterai, en fait, ceux qui souhaitent. Alors, je vais pas commenter nécessairement Panamza, je vais juste. J'ai réfléchi un moment sur les sujets de laïcité et l'implication de Macron dans les différents cultes. On a parlé tout à l'heure du chanoine de Latran. On voit aujourd'hui, il y a un homme fort qui a quand même aidé dans la médiatisation positive de Macron, qui est Patrick Drahi, qui est à la tête de BFM Télé. Euh, qui a comme employé aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle Anouar Gbebich, qui est le président du culte français du Conseil français du culte musulman, qui a été justement mis en place la même année, en tout cas, que enfin, vraiment pas loin de la nomination d'Emmanuel Macron. Donc après, c'est pareil, hein, je laisserai chacun avec son discernement, à savoir que Patrick Drahi, qui est Patrick Drahi, et son employé Anouar Gbebich, qui défend enfin, qui est président du culte musulman. Donc il y a des intérêts qui sont quand même un petit peu divergents si on devait vraiment pas creuser beaucoup, hein, mais faire preuve de discernement. Après, je rejoins totalement Alix. On va passer sur autre chose. Dreux Info nous indique, et je cite, « Un grand média israélien témoigne qu'en France, le grand remplacement de population est une réalité. » Alors, l'écrivain Renaud Camus l'a appelé le grand remplacement. Ces craintes, trop souvent rejetées comme de la paranoïa, sont bien fondées sur des chiffres. Donc, il y a deux raisons essentiellement qui sont expliquées. Le pays qui a l'expérience d'immigration la plus ancienne, la plus importante et la plus stratifiée. Pourquoi la France, donc, hein? Parce que le pays qui connaît la plus forte croissance démographique en Europe avec le Royaume-Uni. Et on retrouve également d'autres raisons. De 1960 à 2011, l'immigration a augmenté la population résidant en France métropolitaine d'environ de 9,7 millions de personnes. Donc on parle quand même on parle sur 50 ans à peu près, hein, c'est ça. Le nombre de naissances a augmenté de 27% et sans elle, l'indice synthétique de fécondité n'aurait pas été de 2 enfants par femme, mais de 1,86. La naissance d'enfants avec au moins un parent étranger est passée de 15% du total en 2000 à 24% en 2016. Et en 2014, 40% des nouveau-nés avaient au moins un grand-père immigrant. Voilà un petit peu en chiffres. Oui, national. Oui, et donc je finis. Donc le journalisme finit en disant que, rappelons qu'écrivant pour un média israélien, il est libéré du tabou imposé par les tenants du politiquement correct qui appellent à toujours plus d'immigration tout en niant son existence, et il conclut que, je cite, « La France implose sous cette frénésie de l'immigration et son élite politique et culturelle semble l'avoir acceptée comme inévitable. Ajoutons que si, en effet, l'élite politique et culturelle a accepté ce grand remplacement comme inévitable, une partie non négligeable dans les milieux médiatiques
a choisi, indifférente à la réalité de la rue, de simplement nier son occurrence. Là, bon montant, c'est bon? Et on t'entend. Ok. Donc bah là, en fait, on revient évidemment à la corruption aux élites, hein, parce que bon, le fait de nier ou d'accepter comme inévitable, non, pas accepter comme inévitable, hein. Ils étaient tous, au moins leurs prédécesseurs, poste à poste, des tenants du marché que Chirac avait passé avec le Orient, dans tout ce qui était pour éviter le choc pétrolier avec l'Europe, donc la France, et l'augmentation des prix, etc. Non contrôlé. Bon, ça faisait partie du marché, hein, l'immigration. Bon, en plus, en revenant aussi sur le côté euh, demande du patronat, hein, déjà dans les années 70, pour permettre de faire descendre le prix, enfin, imposer la concurrence, quoi, au sein d'emploi, on dirait ça comme ça, pour permettre au patronat de faire baisser le coût du salaire, quoi, simplement. Donc tout ça, c'est de la technique prévue. Ça reste de la manipulation. Bon, ce qui nous dénonce ce journaliste israélien, quoi, travaillant dans un média israélien, c'est une vérité déjà su depuis 45 ans, quoi. Donc, ça n'apprend pas grand-chose, sauf qu'il il lui a été donné, hein, ce qu'il dit, hein, c'est évident, l'autorisation d'en parler 40 ans plus tard, quoi. Là, on va parler. Oui, Excuse-moi. je voudrais juste dire, voilà, justement, je vais pas commenter pour la bonne et simple raison, c'est que là, on va tourner en rond sur un sujet d'immigration, dans le sens où en fait, ça sert le système, hein, c'est-à-dire de stigmatiser ce sujet-là constamment. Ça Voilà. règle pas la cause. Mhm. Je reprends exactement le sujet de causalité. Euh, c'est une loi totalement naturelle, hein. Une cause amène une conséquence. Et on va toujours pointer la conséquence sans jamais régler la cause. Voilà. Donc, tu peux passer à la suite, Manu. Donc, c'était Oui, tout pour à dire fait. rien du tout. Tout à fait. Donc, effectivement, on voit que des politiques, Spoutnik nous indique, je cite, 5 euros la nuit si vous hébergez un réfugié. L'idée d'un député LREM fait réagir. On retrouve un crédit d'impôt pour héberger des migrants le lointain plutôt que le prochain. Quand je parle du prochain, je parle des personnes qui sont sur le sol français, qu'ils soient, euh, qu'ils soient issus de l'immigration de 1, 2, 3, 10 générations. Ce sont simplement les gens qui sont installés depuis quelque temps et qui souffrent de la même façon de de cette migration massive. Je cite, Aurélien Taché est un député LREM pro-migrant. Il propose donc un crédit d'impôt de 1 500 euros. Je vous laisserai lire et découvrir ce qu'il propose. Et puis, comment peut-on oser évoquer les efforts budgétaires pour les migrants sans parler de l'accueil des SDF français ou issus de l'immigration, mais qui étaient plus anciennes. Certes, les pro-migrants rétorquent souvent pour clouer le bec à ceux qui évoquent cette question que l'aide au profit des uns n'est pas concurrentielle de celle faite aux autres, voire que ce sont des budgets distincts, mais au bout du compte, l'argent public vient bien de la même poche, celle du contribuable. Alors, ne pas étendre cet avantage fiscal proposé par M. Taché pour les réfugiés à l'ensemble des SDF, ces exilés de la rue dans leur propre pays, relèverait d'une préférence non nationale, pour le moins discriminatoire, pour ne pas dire plus, et c'est ce qu'on doit appeler préférer son lointain plutôt que son prochain. Je vous laisse commenter. Petit pic simple pour synthétiser tout ça. Purée de gauchiste. Ouais, je la fais courte là parce que bon, bah, on en revient à ce que nous disait Nico juste avant, quoi. C'est toujours sur le même sujet, tout ça.
c'est de la division des masses, par de la manipulation, de la stigmatisation de certaines parties de la société, et comme tu le disais en commentant cet article, par le reniement du prochain, qui est la personne proche de nous, sur les terres de France, quelle qu'elle soit autochtone ou descendante depuis une. C'est de la mise en concurrence malhonnête, et c'est de la division. En gros, pour moi, c'est monter les pauvres contre les plus pauvres. C'est ça. Voilà ce que j'en vois. Hein. Ah bah là, on met à rude épreuve l'intelligence et le discernement des Français, hein, entre leur culture ou notre culture, nos territoires, nos frontières. Là, on va en plus lui ajouter des sujets qui sont des sujets d'ordre fiscalité. Donc, on rappelle le sujet des impôts. Tiens, tu fais ça, c'est bien. Moi, je vais rappeler qu'il y a sur le prochain, il y a le projet de loi de finances là, qui est sorti fin septembre, où il y a une augmentation de presque 60 millions d'euros. Donc, on mène à presque 900 millions d'euros. L'aide médicale aux personnes clandestines sur le territoire. Alors je redis, on ne va pas pointer du doigt la conséquence. Ce que je vais pointer du doigt, ça va être le discernement et l'intelligence que va avoir le peuple à attaquer, à prendre le taureau par les cornes, donc à attaquer le réel problème qui est ceux qui font venir effectivement les migrants, ceux qui vont bombarder dans ces pays, qui vont mener des politiques dures dans ces pays, qui vont solliciter, faciliter. Il faut juste rappeler quand même qu'en Grèce, il y a une ONG israélienne qui accueille en tout cas les migrants qui arrivent par bateau et lui explique, donne voilà un annuaire, un index, comment ça fonctionne en Europe et l'oriente dans les différents pays. Voilà. Et ça ne gêne personne. Donc, pointons le problème. Donc voilà, pareil, même suite. Oui, là on va passer à Monsieur Macron, hein. Alors, qui a travaillé à la banque Rothschild, est-ce que c'est de l'antisémitisme que de le dire, demande le boulevard Voltaire. Donc, alors ça c'est un petit peu une petite pique hein, au passage. La LICRA et le CRIF accusent, donc je cite, hein, accusent le député LR Fabien Di Filippo de propos antisémites pour avoir diffusé ce tweet. Je cite, « Entre négation de l'identité française et nouvelle insulte au peuple français, le président Rothschild, Emmanuel Macron, s'est encore surpassé au Danemark. Ces associations demandent à Laurent Wauquiez de le sanctionner. » Voilà, donc c'est une petite pique par rapport à... Je vous laisserai lire cet article, mais si vous voulez le commenter... Ce qui n'arrivera pas, bien sûr, hein, Laurent Wauquiez n'a rien à craindre de ça. Cela, en fait, pour mettre en exergue directement le fait que Sarkozy va être lancé dans la machine. Il est complètement muselé, il n'a aucun droit, juste faire perdre du argent. Balistique. Pour un peu donner de consistance à la LICRA et au CRIF qui sont bien moins visibles actuellement. Je vous ferai grâce des photos de notre cher président aux Antilles. Ouais. Et, bien sûr, c'est bon. Ouais, je pense qu'elles ont été assez... Alors pareil, si je peux me permettre, là, Wauquiez il va commencer à être bien attaqué. Wauquiez, pour moi, c'est une trompette. Eh oui. Voilà. Il a mis quelqu'un à tête il y a quelqu'un à tête des Républicains qui est déjà accusé de fraude. Bon, on va dire que ça tourne en rond, quoi. Ouais, et puis les photos, de la Gay Pride aux Antilles, tu peux ne pas les mettre. On les a tous vus, je pense. Oui, on va les passer, hein, n'est-ce pas? On va parler d'Agoravox.
donc qui nous parle je cite, «de la destruction de la langue française». Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ainsi qu'à Alix. Blanquer continue le travail. Alors, toute une politique consciente de marginalisation du français au bénéfice de l'anglo-américain est mise en place par les gouvernements successifs. Inscrire l'anglais comme langue obligatoire dans le parcours de tous les élèves en langue vivante 1 ou 2. Nous allons parler également augmenter le niveau attendu des élèves en anglais oral à la fin du cycle 3 et 4 et dès le primaire, et particulièrement en anglais, travailler la musicalité, la phonologie et l'accentuation de la langue. Donc en fait, c'est combiné avec une intense propagande médiatique, le recul sans cesse plus grand de la place du français dans l'enseignement et plus largement dans la vie quotidienne, professionnelle ou personnelle, rencontre de moins en moins d'obstacles. Et quand on se rend compte qu'à l'heure du Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et où le russe, le chinois, l'arabe ou l'hindi prennent davantage d'importance au niveau international, sans compter la présence du japonais, de l'espagnol ou du portugais, généraliser l'anglais, et ce dès l'école maternelle, ne répond à aucun impératif éducatif, économique, social ou culturel, mais traduit une abdication face à l'Empire américain. Fin de citation. C'est un travers de l'éducation nationale qui oublie son devoir de bien apprendre la langue première en faveur donc de l'acceptation de l'anglais qui va arriver internationalement parlant. Anglais pseudo-mâché européenne, hein, ça va être globalisé au pays de l'Europe dans très peu de temps. Nico, tu... Alors moi j'ai des petits problèmes de réseau. On parle bien là de... Ah, je crois qu'il y a eu un petit problème de... Est-ce que là vous m'entendez? Oui, là on j'ai eu t'entend. un petit problème de réseau. Vous parliez, enfin j'ai pas tout entendu Alix, mais tu parles du français et de l'anglais, c'est ça, dans les écoles et la priorisation, Voilà. priorisation de la langue. Aujourd'hui, des langues étrangères contre la langue française, quoi. Ouais. Ce qui amène notre jeunesse française à ne maîtriser aucune langue, en fait. Oui, bah ça, on le voit dans l'éducation nationale, comment sont menées les réformes sur la langue française. Effectivement, alors moi, je suis totalement spectateur de ça, à voir que l'anglais est peut-être même quasiment priorisé aujourd'hui en primaire. Quand on fait apprendre des poésies de niveau maternel ou CP à des enfants de CM2 et qu'à côté on leur bourre la tête d'anglais. Bon, j'ai quand même un problème, quoi. Je me demande où est Prévert, Ronsard, tout ça, et que je me dis que l'anglais peut bien attendre, alors qu'on a besoin quand même d'une richesse Mais bon, après, c'est pas étonnant si on peut accepter qu'il n'y a pas de littérature française, qu'il n'y a pas de culture française. Bah, c'est la meilleure façon d'imposer une nouvelle culture. Bon, je partage pas du tout ça, et c'est pour ça que c'est à nous, parents, à un moment d'être vigilants et de sortir effectivement les classiques et de déséduquer pour éduquer nous-mêmes. Hein. Bon, l'école obligatoire, donc il faut faire acte de présence. Évidemment, réussir parce qu'on est dans le domaine de la bêtise si tu réussis pas, mais derrière, enrichir avec une rééducation en tout cas et avoir un deuxième rôle de professeur quand les enfants quand on récupère les enfants à la maison. On va passer maintenant sur le... Alors c'est un petit peu anecdotique, on passera peut-être rapidement. Récit de 21 heures de garde à vue pour collage d'autocollants sur une banque. C'est toi Manu?
C'est pas moi qui l'ai fait, non. C'est une Non, petite non, joke. je ne l'ai pas fait. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'en plus d'aller chercher l'argent où il se trouve, de s'attaquer sérieusement au fléau que constitue l'évasion fiscale pour nos sociétés, il serait salutaire d'éviter de dépenser les ressources publiques pour tenter de dissuader des mobilisations citoyennes qui interpellent sur un problème majeur de notre société. Euh, on va passer, je vous laisserai lire l'article, c'est édifiant. Euh, voilà, c'est un petit clin d'œil, mais bon, qui est représentatif de pas mal de choses. Ouais, bah là, pareil, hein, pareil, bon. Bon, je pense que l'actualité est assez stupide pour même pas la commenter. Si on pouvait faire un parallèle, c'est les victimes de Benalla qu'on met en garde à vue, même limite le jour de leur procès, et que bah, l'intéressé, lui. Donc non, enfin c'est pareil, il y a pas de. Je pense que ça vaut même pas la peine celle-là de la commenter pour ma part en tout cas. Oui, tout à fait. Tout. Alors, Alix, Pareil, pareil. Un étoile. C'est déjà arrivé dans le passé. Le peuple peut pour alerter les gens. Ceux qui sont les tenants se brouillent pour muscler tout le monde, quoi. oui. Alors là, nous allons retrouver c'est Twitter, je crois que c'est ça. Euh, il montre à quel point il y a un fichage qui est fait. C'est un article que vous allez pouvoir regarder qui a beaucoup d'explications avec des graphiques, etc. Euh, c'est vraiment un système qui est fait avec une succession de filtres. Ça vous rappelle quelque chose dont on a discuté il n'y a pas longtemps. Et ces filtres font qu'à un moment donné, eh bien, vous vous retrouvez complètement identifié et face à une machine qui vous broie quelque part, hein. Alors, je vais vous laisser simplement découvrir ce genre de choses. C'est intéressant à voir, de filtres, et on se rend compte vraiment que nous sommes, malgré tout ce qu'ils nous racontent dans leur comme quoi c'est confidentiel, etc., leur confidentialité, et ce n'est pas du tout le cas, hein. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, je vous laisse regarder. Je crois que je finis vite parce que c'est assez long avec tous ces graphiques, hein. Mais Là en fait ça vous permet. ça concerne la confidentialité des comptes des utilisateurs sur les réseaux, c'est ça? Oui, c'est ça, sur Twitter en particulier. Ouais, bah, enfin, je vais me permettre d'embrayer parce que je crois que tu as attendu aussi en MP. Je vais me permettre d'embrayer. Ça justifie en tout cas la juste suite des fuites qu'il y a bah, concernant Facebook. Pour le moment, on n'a pas trop de sujets sur Instagram, mais Telegram, bon, bah, Twitter, c'est également une bonne suite pour dire que les réseaux sociaux sont évidemment pas faits pour être confidentiels. Ni même le compte des utilisateurs. On a eu des fuites sur des comptes des comptes piratés. Alors bon, c'est un bien gros mot. Sur Facebook, bon, faut que Twitter y passe. Donc, mais bon, c'est intéressant de voir effectivement que la confidentialité, ou c'est plutôt intéressant de mettre en lumière le fait qu'il n'y a aucune confidentialité dans les réseaux sociaux. Il faudrait qu'à un moment également, on y prenne tous conscience et que ceux qui découvriront ce faux sujet en deviennent un vrai pour eux et se disent ah ouais, peut-être que les réseaux sociaux ne sont
sont pas le gage, en tout cas, la sécurité de mes données. En tout cas, toutes les données, il n'y a aucune donnée qui est confidentielle, aucune donnée que vous supprimez sur Internet n'est supprimée et chaque élément pourra être retrouvé, en tout cas, et stocké sur leur serveur. Alors tout à fait, et disons que là, je laisserai vraiment, parce que c'est quand même un article qui est assez long, tout est prouvé par A plus B, sourcé, donc voilà, ça permettra vraiment de démontrer les choses. Nous allons passer maintenant à quelque chose d'un petit peu différent. Je tiens quand même à souhaiter un bon live à Alix là qui vient de nous quitter parce que Oui. il a dû partir précipitamment pour reprendre pour prendre son live là à 21h sur sa chaîne Tout à YouTube. fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci à Alix qui a pris de son temps pour nous expliquer tout Merci ça. Alix.